Karim Dadim est marocain. On lui promet que le prochain congrès, ça sera à Meknès, sa ville natale. Hein, Karim? Il est pharmacien très actif. Il participe énormément au registre RA et tu nous diras où c'est que tu travailles exactement et qu'est-ce que tu fais. Et on peut te dire déjà le temps que tu es ça. Qu'au Maroc, les anticoagulants directs sont disponibles. Hein, les trois les plus fréquemment prescrits. Hein. Hein, le dabigatran, c'est juste pour meubler, hein, moi je ne dois pas parler. Technicien, s'il vous plaît. La Pixaban, le dabigatran, ça existe au Maroc, le Rivaroxaban aussi. Alors je ne sais pas si je t'aide ou bien... Continue. Ils sont très chers. Je vois les diapos, mais ça ne projette pas. Et ils s'en foutent ce que je dis. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Alors déjà, je voudrais vraiment sincèrement vous remercier de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'accepter cette invitation. Ça me fait plaisir voilà, d'accepter de la part de la Société marocaine de néphrologie, et plus particulièrement Dr Scali, Dr Tracy et Dr Oualim. Et effectivement, pour reprendre un peu ce que vous disiez, il y a en 84 un certain roi qui, lors d'un discours, a dit on reste marocain. Vous voyez qui c'est. Alors aujourd'hui, nous allons... mes propos aujourd'hui, ça va être de répondre à cette question difficile de la FA. Donc, Dr Brunet a bien initié le sujet en parlant beaucoup des électrolytes. Vous allez voir l'importance. Et je vais dire quand même quelques nouveautés concernant les AOD. Alors on dit AOD, anticoagulants oraux directs. On avait l'habitude depuis longtemps de dire les NACO. Voilà, je pense que c'est du marketing. On ne dit plus nouveaux anticoagulants oraux directs. Ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont sur le marché. Alors, en guise d'introduction, je tiens à préciser quelque chose qui est très important. Comme tout à l'heure, vous l'avez dit, Dr Brunet, il n'y a aucune, quand je vais parler des AVK et des AOD, il n'y a aucune étude randomisée, prospective, qui s'est intéressée au bénéfice-risque en hémodialyse. Tout ce que je vais présenter, c'est de l'observationnel. Voilà. Donc, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Je vais faire un petit état des lieux. Donc, on parle beaucoup des cardiologues. Que disent nos amis cardiologues ? On va voir le raisonnement. On va faire un petit état des lieux du risque hémorragique, bien sûr, du risque thrombotique, les AVK, les AOD, et à la fin, quelques propositions pour nos patients en dialyse. Pour resituer le contexte, les cardiologues, ils ont 3 objectifs quand ils traitent quelqu'un qui a une fibrillation. C'est 1, la qualité de vie, en 2, un rythme sinusal, et en 3, prévention de l'AVC. Voilà, ils ont toujours ces trois objectifs: qualité de vie, rythme sinusal et prévention de l'AVC. Alors, un peu d'épidémio, la prévalence de la FA. Vous voyez en histogramme la proportion de patients dans la population générale, donc que ce soit aux États-Unis, Canada à gauche, à droite en Europe, et au milieu on a le Japon. Et non, l'histogramme, c'est les patients en dialyse. Donc vous voyez la proportion, ça va jusqu'à 22, et en trait noir, on a dans la population générale. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Les patients en dialyse sont plus à risque de F1. J'ai trouvé cette étude qui a rassemblé, comme vous le voyez, plusieurs études, various studies. Zimmerman l'avait montré, on a à peu près 11% de patients en dialyse ont une F1. Et alors pourquoi ça va de 13 à 27 ? Tout dépend comment ont été récoltées les données. Il y a
le diagnostic de départ, soit il est fait à partir d'un simple CG, soit à partir d'un Holter, soit à partir de bases de données des hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont différents. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est 10 à 20 fois supérieur que la population générale. Est-ce que ça concerne les patients en insuffisance rénale chronique dès les stades précoces? Oui, j'ai trouvé ce papier dans NDT 2015. Donc on voit, en fonction du déclin et des différents stades du DFG, une augmentation du risque d'AVC. On n'est plus sur l'AFA, c'est vraiment là, on est sur la finalité du risque d'AVC qui commence à augmenter à partir de 90 millilitres-minutes. Et plus on descend dans les stades de l'insuffisance rénale, plus ce risque d'AVC est augmenté. Alors ça, Cécile Couchoud déjà en 2009 l'avait montré, il y a 8 facteurs durs, des critères durs, qui sont pronostics de décès à 6 mois. C'est pas long, 6 mois. Bien sûr chez les plus de 75 ans. Donc on a une dénutrition, le diabète, des atteintes artériitiques, des atteintes cardiaques, et on retrouve les troubles du rythme avec une grande significativité. Cancer, les troubles cognitifs et les dépendances physiques. Voilà. Et donc on va s'intéresser aux troubles du rythme. Alors, que disent nos amis cardiologues? Alors, c'est bien parce que la société, les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie sont disponibles facilement. Et c'est super. Donc, quand je suis tombé sur ce document, on regarde à la page 27, on regarde le sommaire et on trouve chez les patients en dialyse. Page 27. Tout de suite, on se précipite à la page 27. Et le texte n'est pas plus gros que ça. Je l'ai mis à droite, et voilà ce que dit le texte. Par conséquent, des études contrôlées randomisées, que ça soit pour les AVK ou les AOD, sont nécessaires. Donc en gros, débrouillez-vous. Voilà ce que disent les cardiologues. Ça ne nous avance pas trop. Alors, on va quand même reprendre ces recommandations, le schéma de départ, qui est important, qui est basé sur des scores. Donc on va en discuter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est le score de Chadvask. Alors, première ligne, c'est est-ce que on est dans un cas de figure avec une prothèse ou une sténose mitrale serrée? La question ne se pose pas. C'est AVK. Tout de suite, c'est AVK. Et dans le cas des troubles du rythme, on va raisonner à partir de scores de Chadvask. Donc soit 0, 1 ou supérieur ou égal à 2. Donc 0, il ne conseille pas d'anti-agrégant de traiter le patient. À partir de 1, ils disent que ça devrait être considéré, ça pourrait être considéré. Donc avec un score à 1, on pourrait traiter. Et supérieur ou égal à 2, la question ne se pose plus. Attention, c'est dans la population générale. Supérieur ou égal à 2, on traite. Et on traite avec quoi? Donc la petite subtilité en gras, c'est les AOD. Donc première intention, c'est pour ça que vous en voyez de plus en plus. Et en pointillé, AVK. Ici à gauche, je vais en dire 2 mots tout à l'heure, c'est l'ablation de l'appendice de l'auricule gauche. Donc une intervention chirurgicale qui a l'air prometteuse. Donc c'est supérieur ou égal à 2 sur un score de Chadvask. Alors ce score, je pense que vous le connaissez, hein. Voilà les différentes lettres, voilà les différents points en fait. Et on voit là ce qui est très important, un âge de plus de 75 ans, ce qui est quand même notre quotidien, le patient a tout de suite 2 points. Voilà. Ça c'était avant 2010. Le score de Chadvask, le dernier, le 2, rajoute les maladies vasculaires, un âge entre 65 et 74 ans et le sexe féminin. Donc ici, on va jusqu'à 7. Là, on rajoute 3 points, on va jusqu'à 9. Il faut enlever l'âge de plus de 75 ans, si on se retrouve en bas.
Alors à droite, j'ai repris le registre rein et c'est un peu notre proportion de patients dialysés en fonction des différentes comorbidités. Donc j'ai mis le pourcentage ici et voilà le résultat. Donc plus de 70% des patients se retrouvent automatiquement avec un score de Chadvask supérieur à 2. Donc comme je l'ai entendu tout à l'heure, il faudrait traiter tout le monde, pratiquement. Alors, la remise en cause de ce score. J'ai trouvé une très belle publication, c'est la seule, qui s'est intéressée à ce score en dialyse. Il y a un outil statistique, ce n'est pas le petit p, c'est le petit c statistique, qui permet d'estimer la force d'un modèle. Entre 0,5 et 0,7, pour le c statistique, on dit que le modèle est faible. 0,7 à 0,8, on dit que c'est un bon modèle, et au-delà de 0,8, le modèle est excellent. On voit ici les chiffres, on est plutôt à 0,5, 0,6, voilà, quelques 0,7. Donc ce papier, voilà, dans séminaire en 2017, a montré que le modèle de ce score Chadvask dans la population dialysée est plutôt faible. Par quoi ça peut s'expliquer? Vous avez vu dans le score Chadvask qu'il y a l'hypertension et il a 1 point. Vous savez tous que l'hypertension du dialysé, comme on l'a vu un petit peu ce matin, elle est essentiellement volodépendante. Donc déjà, il y a un gros biais. Et l'hypertrophie ventriculaire gauche aussi, qui chez nos patients dialysés, augmente tout de suite ce score. Alors, on a vu qu'ils étaient à risque de FA, ça ne se discute pas, mais il y a une bonne question à se poser. Est-ce que la FA, le patient en fibrillation atriale diagnostiqué FA en dialyse, est vraiment à risque d'AVC? Toujours dans Séminaire, la même étude en 2017 a pris plusieurs études, donc c'est intéressant, et on retrouve tout le temps un hasard ratio qui est supérieur. En fait, oui, on peut dire oui, on a une augmentation du risque d'AVC chez les patients en FA en dialyse. Alors, pour contrebalancer le score thrombotique, Chadvask, il y a un score qui s'appelle ASBLED. Il en existe plusieurs. Hein. Donc, le plus utilisé, c'est ASBLED, c'est le score hémorragique. Celui-là aussi, il est assez simple. Hein. On met des 1 et avec un score max à 9. Et les cardiologues disent qu'on a un score hémorragique élevé au-delà de 3. Donc toujours la même méthodologie. Si on reprend nos patients en dialyse, déjà ils ont forcément une fonction rénale altérée, l'INR instable, l'âge, on a tout de suite supérieur ou égal à 3 dans 85% des cas. Donc en fait, on ne devrait pas traiter selon les cardiologues parce qu'on est à un risque hémorragique élevé. Donc on ne sait toujours pas si on doit traiter ou pas. Alors, les auteurs, il y a beaucoup d'études, hein, c'est très riche, doutent du bénéfice des AVK. Ici, j'ai repris quelques grandes études de cohorte. Et vous voyez, à chaque fois, les auteurs posent des questions. Est-ce que le risque dépasse le bénéfice? Ou l'inverse? Voilà, je vous encourage à regarder ces études. Donc, pour résumer la balance bénéfice-risque, le score thrombotique, Chadvask, grâce à Chadvask, là, ici, ASBLED, le risque, c'est hémorragique essentiellement, surtout intracrânien, et je vais dire 2 mots des calcifications vasculaires. Alors, parmi toutes les méta-analyses qui se sont intéressées aux AVK, alors quand je dis AVK, à l'international, c'est Coumadine, hein, c'est la warfarine. C'est pas la flunalendione et c'est pas le Syntron non plus. C'est la warfarine. Alors, est-ce que dans cette population dialysée, une méta-analyse intéressante, on avait un risque d'AVC diminué chez les patients traités par warfarine? Et en fait, plutôt non. À gauche, c'est en faveur de la coumadine, à droite, c'est en défaveur de la coumadine. Donc, on est plutôt à droite. Toujours dans la même étude, ici, c'est le risque
hémorragique, risque de saignement. Donc plutôt en défaveur de la warfarine aussi, d'après cette méta-analyse. C'est pas simple. Alors les Allemands, je crois qu'il y a même pas 3% de patients en dialyse sous warfarine. Elle est disponible, hein, c'est à peine 3%. Au Canada, on a plus de 30% de prescription d'AVK en dialyse. Donc on est 10 fois plus. Donc on va dire c'est des modes, c'est néphro-dépendant. Et retenez, là j'ai encadré, c'est l'hôpital universitaire de Aachen, en fait, qui est le centre du registre des calciphylaxies en Allemagne depuis de nombreuses années. Donc ils sont très sensibles à la calciphylaxie. Donc ce titre qui était paru dans NDT, c'est la nymphe qui se transforme en monstre marin. Donc effectivement, les AVK ça peut être bien, mais ça peut être aussi dangereux. Et voilà leur conclusion. Donc à gauche, quand le bénéfice dépasse le risque, et à droite, tous les cas où le risque dépasse le bénéfice. Donc on voit qu'il y a beaucoup de rouge, donc ils sont en défaveur. Ça, c'est l'approche allemande. Alors là aussi, je me suis posé des questions. C'est un philosophe espagnol du début du XXe siècle, José Ortega y Gasset, qui a dit que les questions étaient plus importantes que les réponses. Voilà, c'est un philosophe. Donc le fait de se poser les bonnes questions, est-ce que l'AFA, chez le dialysé, est associée à des événements cardiovasculaires? Oui, ça on peut y répondre. Est-ce que les scores Shadvask et Azbed sont validés? Ben, plutôt non. Est-ce que l'on peut appliquer les recommandations de la Société européenne de cardiologie 2016 sur l'AFA? Mais plutôt non. Est-ce que le traitement par AVK réduit les risques d'AVC chez le dialysé? Mais les 4 grandes études observationnelles sont contradictoires. 3 disent oui et une danoise de grande ampleur disent que ça apporte un bénéfice. Est-ce que le risque hémorragique est majoré avec les AVK? Ça, bien sûr. Et l'influence des AVK sur la calciphylaxie, eh bien, on a envie de répondre oui. Voilà les 4 grandes études observationnelles avec des chiffres des patients assez nombreux. Et il n'y en a qu'une où c'est positif, la dernière. Dans le New England, c'est le registre danois et c'est encore observationnel, avec un hasard ratio de 0,7. Alors, il y en a juste un petit focus sur une étude très, très citée, c'est l'étude de Shan dans JASN, et elle est tout le temps citée. Donc, j'aimerais la critiquer un petit peu avec vous. Donc, effectivement, dès le départ, il y avait 48 000 patients, dont 44 sous AVK. Donc, c'est des patients en dialyse. Voilà ce qu'a montré cette étude. Donc, ça, tout le monde connaît. Ça, c'est les AVK, la coumadine. Donc, une surmortalité par rapport aux antiagrégants plaquettaires ou rien du tout. Voilà, vraiment, ça se voit facilement. Le problème, quand on regarde en détail, on retrouve un tiers des patients où il n'y avait pas no monitoring, où il n'y avait pas de mesure d'INR. C'est quand même gênant de donner des AVK dans une étude et de ne pas retrouver les INR. Donc à prendre avec des pincettes. Donc les limites, pour faire simple, bon, elle est rétrospective. La nature de l'AVC n'est pas connue, donc il était répertorié AVC, mais hémorragique ou ischémique, on ne sait pas. Il n'y avait pas de contrôle d'INR dans un tiers des cas, et on n'avait pas la valeur d'INR lors de l'AVC. Est-ce qu'il était en surdosage ou pas? En 2008, c'est juste pour montrer que aspirine seule, aspirine plus warfarine, sur risque de saignement, jusqu'à 8 fois plus de saignement lorsqu'il y a les deux. Donc cardégique et AVK, attention. C'était en dialyse, il y avait 3 ans de suivi avec 250 patients. Alors un mot sur la calciphylaxie, une protéine très importante impliquée, dont le mécanisme est élucidé, hein, c'est la matrice GLA, elle fait le même poids moléculaire que la bêta-2, et elle est synthétisée par les cellules musculaires lisses, au niveau de l'endothélium.
Donc ça protège son effet, ce qu'il faut retenir, elle a un effet anticalcifiant. Donc ils ont pris des souris en laboratoire, ils les ont mutées, elles ne fabriquaient plus cette matrice, les souris sont mortes en 2 mois avec rupture de l'aorte, complètement calcifiée. Alors comment ça se passe? C'est que cette matrice elle a besoin de 2 réactions, une carboxylation en 1 et une phosphorylation. Et cette étape de carboxylation sur le glutamate, elle est vitamine K dépendante. Donc lorsqu'on a des anti-vitamine K, on ne passe pas la première étape. On n'a pas de carboxylation. Du coup, on n'a pas de MGP active. C'est celle-ci qui est active. On n'a pas toute la cascade. Voilà. Donc on a un déficit de matrice GLA1. Donc on n'a pas d'effet anticalcifiant. Voilà, ça c'est juste pour le prouver en clinique, hein, certaines données cliniques. Donc le registre allemand que j'ai cité tout à l'heure. La France participe depuis peu au registre européen qui s'appelle ECALNet. Du coup, on encourage les néphrologues à déclarer les calcifications. Ça, c'est l'acoumadine en dialyse. C'était une étude pilote canadienne où il y avait 20 patients en prise quotidienne d'AVK et 17 patients en prise tri-hebdomadaire, donc en même temps que la séance, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et qu'est-ce qu'a montré Soud? Qu'on avait, ici, pour la prise quotidienne, on a 49% des INR étaient dans les clous, entre 2 et 3, et ici, il arrive à 57% de façon significative d'INR dans les cibles. Donc on va dire une meilleure, un temps plus important passé dans les cibles, en donnant que 3 fois par semaine. Ça, on l'a montré en 2013. On a repris un petit peu cette étude pilote canadienne avec le Dr Brooks et j'ai pu récolter 547 INR. On avait 12 patients, on les a suivis sur 12 mois. Il y avait pas, on a eu de la chance, il n'y a pas eu d'hospitalisation et pas de sortie. On a seulement, en donnant la coumadine 3 fois par semaine, parce qu'elle a une demi-vie beaucoup plus longue, ici vous avez que le Syntron, donc demi-vie très courte, avec une demi-vie longue, on peut se permettre de donner que 3 fois par semaine pour l'observance. On est sûr qu'il prend. On n'avait que 3% de résultats en dessous de 1,5 et 3% au-delà de 4. Voilà ce que ça donne. Donc le rouge et le bleu, ben c'est au-dessus ou c'est en dessous. Donc c'est plutôt pas trop mal. Et pas de bol, sur, c'est une vraie photo, hein. C'est sur les 12 cas, ben, on a eu une calciphylaxie qui a été voilà, diagnostiquée après par biopsie. Vous savez que la mortalité, c'est à 1 an, elle est de 50%, donc c'est quelque chose de très grave. Ça va vite, ça commence par des petits points de nécrose au niveau des membres, et puis ça va vite. Et on ne sait pas quoi faire. Dialyse quotidienne, thiosulfate, mais on est un peu démuni face à cette complication de calciphylaxie, on en voit de plus en plus. Et donc le rôle des AVIK. Ça, c'était les posologies avec les variabilités inter-individuelles et intra-individuelles. On a des patients ici, ils étaient à 32, celui-là, excellent, 32 mg semaine. En gros, ça faisait 7 mg, 7 mg, 8 mg. Voilà, lundi, mercredi, vendredi. Et c'était pas trop mal. On arrive à 22 de moyenne milligrammes par semaine de warfarine. Alors, les AOD. Les études en cours des AOD. Donc, j'ai tapé l'apixaban, donc l'Eliquis, et on a 144 études d'apixaban en cours. Celle-ci, elle est intéressante, Safety and Efficacy de l'apixaban chez l'IRC terminal. Et depuis l'année dernière, voilà, ils sont en cours de recrutement depuis janvier 2018. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'études en fait, qui sont en cours au niveau des AOD. Ça, c'est pour reprendre les différentes molécules, hein, l'anti-2A et l'anti-10A. L'édoxaban, on ne l'a pas en France. Il a l'air intéressant, mais il n'est pas sorti encore. Et là, avec l'élimination rénale, le pourcentage. Alors, aux États-Unis, la FDA, depuis
janvier 2014, l'apixaban, que sur la base d'études cinétiques, pas cliniques, a donné l'autorisation. Donc, chez le patient dialysé. Donc, ce qu'il conseille, c'est les 5 mg 2 fois par jour. Et si il a plus de 80 ans ou moins de 60 kg, c'est 2,5 mg 2 fois par jour. Donc ça, c'est autorisé chez eux en dialyse. Je pense que ça va arriver en Europe, je ne sais pas quand. Et ce qu'il conseille, c'est que s'il était sous Coumadine, c'est d'attendre qu'il soit en dessous de 2 pour passer à l'apixaban. Pour le rivaroxaban, le Xarelto, c'est 15 mg par jour, voilà. Il a l'AMM depuis août 2016. On attend d'être en dessous de 3 pour passer au rivaroxaban. Ça, c'est les ventes aux États-Unis. Elle est assez récente, cette étude. Ouais, novembre 2018. En bleu, warfarine, et en jaune, les AOD. Et surtout l'apixaban. Donc, c'est en train de prendre une grosse part du marché. Et là, c'est les nouveaux patients sous apixaban. Donc, ça arrive. L'antidote, il vient de sortir, il vient d'avoir l'AMM en Europe. Il s'appelle Andexanet, voilà. Et il a l'AMM pour ces 2 molécules. Voilà. C'est un anti-10A. Hein. Il contrecarre l'activité anti-10A. Et c'est très efficace. Moins 92% après 2 minutes, 2 minutes après l'injection. Voilà. On a tout de suite une efficacité. C'est un antidote. Alors, le dabigatran, il faut l'oublier, le Pradaxa. En bleu, fonction rénale normale. Un DFG entre 30 et 50, on ne le voit pas bien, si, en jaune. Et entre 15 et 30, ça s'accumule aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas un profil intéressant chez nos patients insuffisants rénaux. L'apixaban, à 5 mg, regardez, donc sujet sain, normorénal, dialyse, pendant la dialyse et en dehors de la dialyse. Ça ne change rien. Donc on peut le donner pendant ou en dehors. Il n'est pas dialysable, l'apixaban. Et voilà, on a le même profil cinétique. Donc c'est rassurant, c'est peut-être pour ça. C'est sur cette étude qu'il a eu l'AMM. Alors, est-ce qu'il y a une méta-analyse? Oui, on regarde le registre américain, l'USRDS. Donc 2800 patients AOD, 2800 patients warfarine, et est-ce que c'est en faveur de la coumadine ou des AOD? C'est pas significatif pour le reste. Le seul critère qui ressort de façon significative, c'est les saignements majeurs, c'est quand même important. Les hémorragies majeures, graves, c'est significatif, c'est en faveur des AOD. Ça a l'air rassurant. Alors, j'ai trouvé un papier, on a parlé de quelque chose de grave, la calcificatie. Ils ont répertorié 20 patients qui ont eu une calcificatie. Ils les ont traités par AOD. Ils ont enlevé les AVK, qui sont à risque, et ils ont mis des AOD. Eh bien, chez 18%, eh bien, c'est positif. On a de bons résultats à 1 an. Alors, 2 mots sur l'aspect chirurgical qui est en train d'être de plus en plus utilisé. Le dispositif, bon, je ne vais pas citer de marque, mais il s'appelle Watchman. C'est le seul, je crois, pour l'instant. Donc, il passe en fémorale droite, il traverse le cœur et il va dans l'appendice gauche et ils ouvrent le parapluie. Ils appellent ça un parapluie. Il ouvre le parapluie. En fait, 90% des caillots impliqués dans l'AVC, 90% viennent d'ici. Ça a été prouvé, de cet appendice. Et aucun cardiologue ne sait à quoi sert cet appendice au niveau de l'auricule gauche. Et du coup, il le ferme en préventif. Avec 4 ans de suivi, étude randomisée, prospective, et c'était une étude, attention, de non-infériorité, et voilà, c'est positif. Les 2 critères, les 2 objectifs, c'était l'AVC et la mort cardiovasculaire. J'ai bientôt fini. Alors, est-ce que ces patients sous AVK, est-ce qu'il faut les hépariniser? Est-ce qu'il y a besoin de rajouter de l'héparine ou une HBPM? Thierry Krumel à Strasbourg l'a prouvé que plutôt non. Il n'y a pas besoin. Vous ne voyez pas bien, mais ça c'est la Jensen Scale, c'est l'échelle de coloration du dialyseur lors de la restitution. Ils ont utilisé cette échelle et les 2 groupes sont pareils.
Donc chez les patients sous AVK, ils ne donnent pas, ils n'héparisent pas le circuit, la CEC. Et ça tient 4 heures. Donc c'est plutôt positif, encourageant, mais il n'y avait que 10 patients et il les a suivis que sur 3 séances. Donc un peu faible, voilà. C'est pour ça que j'ai pas écrit non, j'ai écrit plutôt non. Ça, on l'a vu longuement tout à l'heure, c'est ma dernière diapo avec le docteur Brunet. C'est effectivement la cinétique, je voulais le rappeler, parce que c'est important, on parle de médicaments, mais la variabilité intradialytique, elle est énorme. Voilà, on sait que la première heure, ça chute, mais voilà ce qui se passe, voilà comment varie la kaliémie du patient pendant une séance de dialyse. Et effectivement, c'est le delta qui est à risque de provoquer les troubles du rythme. Un papier qui s'est intéressé qu'aux patients dialysés. C'est le British Journal d'hématologie. Donc il y a quelqu'un qui s'est mouillé et a dit je vais reprendre les recos de la Société européenne de cardiologie et je vais essayer de l'appliquer, voilà ce qui me semble raisonnable pour nos patients en dialyse. Elle a juste déplacé en fait les scores, ce qui est intelligent. Hein. Là, on est à supérieur ou égal à 3 et inférieur à 3. Voilà. Donc, pour que vous ayez ce logigramme. Et en guise de conclusion, ben voilà, faire le tour. Donc il faut typer la FA, contrôler la fréquence, bêta-bloquant ou verapamil. Bêta-bloquant, attention, hein, dialysable, non dialysable. Hein. Dialysable, l'athénolol et métoprolol. Bisoprolol non dialysable. Carvedilol non plus. Les scores ne sont pas validés, Shadwas, Coasbled. Les AOD, j'ai mis qu'ils arrivaient, ça c'est sûr et certain. Quand on a besoin d'utiliser la warfarine, ben plutôt en milligrammes. L'INR, ça coule de source. Pensez à l'approche multidisciplinaire, les gérontologues, voilà. Qui eux ont une approche voilà, sur les chutes, sur les troubles cognitifs, la dépendance, etc. Pour les patients sous AVK. Jamais d'association, ça par contre, je peux le confirmer, pas d'association. Là, quand on voit Plavix, Cardégique, voilà, ou Coumadine, plus l'héparine en CEC, là on augmente trop les risques. Il y a une étude qui s'appelle Vitavasc, qui s'est intéressé à la supplémentation de la vitamine K en dialyse, 5 mg 3 fois par semaine, 174 patients groupe vitamine K, 174 patients groupe placebo, 1 an et demi de suivi sous vitamine K et 50 suivis derrière. Et ils vont regarder grâce au T-scan les calcifications carotides, calcification coronaire et de l'aorte. Elle n'est pas finie. Donc c'est intéressant de voir si de supplémenter un petit peu en vitamine K nos patients en dialyse, on évite certaines calcifications. Et bien sûr, aucune étude dans tout ce qu'on a vu se sont intéressés à... Effectivement, il y a des troubles du rythme, effectivement, ça augmente le risque d'AVC. Le rôle du potassium là-dedans. Donc voilà, merci de votre attention.